reçoit Sylvain Coutran qui est glaciologue pour continuer un petit peu à nous parler de cette histoire des glaciers dans le passé et actuellement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, d'être avec nous aujourd'hui. Il me semble que vous étiez hier en conférence à Argentière, d'ailleurs. Et on vous reçoit parce que quand on a décidé de parler de ces villages disparus à cause du petit âge glaciaire, on s'est dit on est obligé de compléter avec ce qui se passe aujourd'hui. On parlait énormément du changement climatique. Et aujourd'hui, on est dans une période où les glaciers sont en train de se retirer. Est-ce qu'on peut peut-être un peu rentrer sur tout de suite un peu la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle est par rapport à il y a 200 ans? Alors bonjour, d'abord merci de m'avoir invité. La situation actuelle, elle fait suite à une grande crue qui a duré 400-500 ans, le petit âge glaciaire qui commence au XIVe siècle, avec deux grands pics. Je pense que Michel va vous en parler tout à l'heure. Un grand pic au XVIIe siècle et un autre pic de crue glaciaire très importante au début du XIXe siècle. Beaucoup de destruction, des lacs de barrage, des vidanges de lacs, des ruptures de langues glaciaires. Une période assez cataclysmique pour les habitants des vallées. Et puis à partir de 1850, le climat a commencé doucement, non pas à se réchauffer, mais moins de précipitations neigeuses. C'est ce qu'il en ressort des études. Donc les glaciers ont commencé à régresser. La mer de glace, elle a beaucoup reculé. Le glacier des Bois, dont on vous a parlé, a beaucoup reculé entre 1865 et 1875. À peu près 800 mètres de retrait de ce glacier, où la langue du glacier des Bois, qui était bien connue, on les voit sur les lithographies, sur les peintures, sur les photos datant de 1858-60, les photos de Bisson, elle disparaît totalement en une dizaine d'années, 10-15 ans. Puis après, la mer de glace, elle continue à varier, fluctuer. On a des petites réavancées en 1890, en 1920. Et la dernière en date de ces avancées, c'est les années 60. Entre 55, plutôt 70 pour la mer de glace, que la mer de glace réagit avec un peu de retard du fait de sa longueur, par rapport au Bosson, par exemple. La dernière crue s'est terminée en 1992 à peu près. Et depuis, c'est le retrait continu, plus d'1 kilomètre de recul de la mer de glace. Une situation qui s'aggrave d'année en année. On a des étés trop secs, trop chauds, pas assez de précipitations. Voilà, on peut détailler un peu tout ça. Et Sylvain, vous êtes du coup auteur du livre L'Atlas des glaciers disparus. C'est une histoire en fait du coup de plusieurs exemples de glaciers dans les Alpes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples qu'on peut retrouver dans le livre de glaciers? Il est vrai qu'il y a l'Atlas des glaciers disparus qui a été réédité, qui a eu beaucoup de succès chez Paulsen. La boutique Guérin Paulsen à Chamonix pourra vous le dire. Et cette année, je viens de publier un livre, petit, il y a 150 pages, mais un volume moins important que l'Atlas des glaciers disparus. C'est le réchauffement climatique. Les glaciers du Mont Blanc vont-ils disparaître? Voilà, en gros, le titre de ce livre, avec un petit on revient un petit peu dans le passé jusqu'à 1860, les premières photos, 1850. Et puis, je détaille un petit peu la succession de ces 30-40 dernières années avec le retrait des glaciers qui s'accélèrent, des langues glaciaires qui se coupent en morceaux, comme Bionasset, comme le glacier d'Argentière qui est coupé déjà depuis 2006-2007. Et c'est un constat qui est quand même, pour le moral, qui est vraiment pas bon. Parce qu'on sait que le paysage va évoluer dans le mauvais sens, en fait, vraiment dans le mauvais sens. On va se retrouver dans les 30-40 prochaines années avec des montagnes qui vont être très sèches. Au-dessus de 3500 mètres, on aura encore des glaciers. Ici, on a le Mont Blanc à 4807. Le Mont Blanc, il ne sera pas déglacé avant des siècles. Il faudrait vraiment un gros réchauffement climatique. Donc voilà, c'est dans cet axe que s'inscrit ce nouveau livre. Et ces glaciers qui sont vraiment menacés, c'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, les glaciers tempérés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette différence, glaciers tempérés, les glaciers qui sont au-dessus de 3500 mètres, comme vous nous le dites? Alors dans le massif du Mont Blanc, on a les deux types de glaciers, comme un peu partout dans les Alpes d'ailleurs, comme au Mont Rose. Le Mont Rose, c'est 4638. On a des glaciers froids au-dessus de 4000 mètres en versant sud, voire 4100 mètres, et froid au-dessus de 3800 mètres dans les versants nord. Le sommet de la face nord de l'aiguille du Midi, qu'on voit bien depuis la terrasse où nous sommes, est composé de ce qu'on appelle des séracs. Les séracs, c'est des gros chaos de glace, encore un peu froid. Un peu, je dis bien. On est peut-être à moins 1 degré, même pas. Et ça se réchauffe. Les séracs du dôme du Goûter, à 3600 mètres, à la base, ils sont encore froids. Ils sont à moins 1, moins 2 degrés. Le jour où ça va passer à 0,
on aura de l'eau qui va transiter sous le glacier et on aura des très gros écroulements glaciaires, des volumes très importants qui atteindront le bassin de réception par avalanche de Tacona, ça ne faut pas l'oublier. Donc il y a quand même un risque dû à l'évolution de la température interne des glaciers. Donc les glaciers tempérés, on va les trouver en dessous de 3800 mètres en versant nord, en dessous de 3009, 4000 en versant nord, et en dessous de 4100, 4200 mètres en versant sud. Vous mentionnez justement ces lacs glaciers qui se forment à cause de la fonte. Aujourd'hui, on observe déjà ce phénomène, et est-ce qu'on est déjà menacé aujourd'hui par cette fonte des glaces ? Alors, dans les vallées comme Chamonix, on n'est pas franchement menacé parce que les observations se font de mois en mois. Si un lac apparaît à cause du recul du glacier, ça a été le cas au Bosson il y a une dizaine d'années à peu près. Ce petit lac qui est apparu, il s'est agrandi chaque année un peu plus. Donc, ils ont jugé bon de le vidanger. Je ne prendrai pas position là-dessus parce que c'est un peu dommage, quelque part. Et le volume n'était pas énorme, c'était l'équivalent d'une piscine olympique. Bon, je prendrai pas, j'en dirai pas plus. Ce petit lac pouvait, je dis bien, constituer un danger pour le torrent émissaire du glacier qui arrive au village des Bossons. Alors on a des campings, on a des gens qui sont en vacances, qui habitent à proximité, et c'est vrai que ça pouvait constituer un risque, parce que si le torrent grossissait, on avait peut-être une lave torrentielle. Une lave torrentielle, c'est un mélange de sable, de gravier, de blocs avec l'eau. Alors ça pouvait constituer un risque, c'est pour ça que ça a été vidangé. Donc les lacs glaciaires sont toujours surveillés, ils apparaissent, on regarde qu'est-ce qui retient le lac glaciaire. Au glacier du Rhône en Suisse, par exemple, on a un grand lac glaciaire qui est apparu dans les années 2005, à peu près, 2005-2007. Il s'est énormément agrandi, le glacier a reculé dans le lac, et ça accélère le recul du glacier, évidemment, la présence d'un lac. Et aujourd'hui, il ne constitue aucun risque, même si le volume est très gros, parce que c'est le substratum rocheux qui fait l'office de barrage. Ce n'est pas une moraine qui pourrait être détruite par l'écoulement de l'émissaire du glacier. Là, on a du rocher, du granit, aucun problème. Et il me semble qu'il y a des lacs, enfin des poches d'eau qui peuvent apparaître sous le glacier aussi, il me semble. Alors on a des phénomènes comme ça qui sont produits à plusieurs endroits, et notamment le cas école, c'est le glacier de Tétrousse. Le glacier de Tétrousse qui est au pied de l'aiguille du Boudet, à 3100 mètres, en face du refuge de Tétrousse. Là, on avait une grosse cavité sous-glaciaire et intraglaciaire en 1890, et en 1892, pendant l'été, cette cavité a libéré une énorme poche d'eau. Ça s'est concrétisé au départ par 100 000 m3 d'eau, et à l'arrivée à Saint-Gervais, pas à Saint-Gervais, au Fayet, les thermes du Fayet ont été complètement détruites. Ça s'est soldé par 180 et quelques morts. Ça, c'est un risque que les glaciologues ont essayé de prévoir en 2007-2008. Ils avaient l'intention d'arrêter toutes les mesures faites sur ces cavités possibles dans le glacier de Tétrousse. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des cavités et qui étaient remplies d'eau. Donc ils ont lancé une campagne de pompage de ces cavités. Ils ont quand même pompé près de 60 000 m3 d'eau, autour de 60-75 000 m3 d'eau. Aujourd'hui, il y a un discours un peu justement autour de ces cycles glaciaires, donc ce côté cyclique on a les glaciers qui avancent, puis les glaciers qui reculent, et on voit beaucoup les climato-sceptiques qui utilisent ça comme argument pour nier en fait le changement climatique. Vous, en tant que scientifique, comment vous répondez à ces discours ? C'est vrai que je reçois régulièrement des mails de climato-sceptiques. Parfois, je les renvoie à Jean Jouzel qui se marre. Parce que la communauté scientifique internationale est totalement unanime. C'est même pas la peine d'être scientifique. Vous, moi, on se lève le matin, on se dit mais merde, comment ça se fait qu'il fait chaud ? On est au pays du Mont Blanc pourtant. Tous les gens disent que le climat a changé, sans pour autant lire les rapports sur l'évolution des températures. On voit bien que les étés sont chauds, que les glaciers reculent. Donc il y a un phénomène qu'on ne peut pas nier. Mais aujourd'hui, depuis 1890... 80-90, à l'époque des premières mesures, les températures ont augmenté sur la Terre d'environ 1,8 degré. 1,2 degré. À Chamonix, c'est 2,4 degrés. C'est le double en montagne, en général. Eh bien, sur les 1,2 degré d'augmentation des températures, on peut faire la part des choses que la part humaine, elle est d'1 degré. Le climat se serait légèrement réchauffé, parce que comme vous le dites, c'est cyclique, mais l'augmentation des gaz à effet de serre fait que on augmente automatiquement les températures avec un temps de retard, évidemment un temps de réponse. Ça veut dire que la quantité de gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère aujourd'hui va continuer à agir pendant plusieurs dizaines d'années
avant de retrouver un équilibre, voire plusieurs centaines d'années. Entre 1890, 1900 disons, et aujourd'hui, on est passé en termes de quantité de gaz à effet de serre, si on prend le CO2, le dioxyde de carbone, à 280, 300 ppm. ppm, c'est une partie par million, c'est une unité de mesure qu'on utilise. On est passé à 425 ppm cette année. Vous voyez, chaque année, ça augmente un petit peu, et ça augmente de plus en plus. La valeur de l'augmentation est de plus en plus importante. On continue de parler des glaciers sur Globule Radio 90.5 FM en direct de la crèmerie du Moulin. On fait une courte pause musicale et on revient avec Sylvain Coutran, glaciologue, sur la radio des villages. On écoute Beds Are Burning, une chanson qui parle de réchauffement climatique de Julia Stone sur Globule Radio. De retour sur le 90.5 FM, la radio des villages sur Globule Radio dans la vallée de Chamonix. On est très heureux d'être à la crèmerie du Moulin aujourd'hui au Prat, en face du Mont Blanc. Et on est toujours avec Sylvain Coutran, glaciologue. Sylvain, vous nous parliez avant de recherches que vous avez fait sur des glaciers qui ont disparu, même le glacier des Bois. Grâce à quels outils vous pouvez retracer la présence de ce glacier, mais d'autres glaciers aussi que vous exposez, notamment dans votre livre L'Atlas des glaciers disparus? Alors pour le glacier des Bois, qui était le prolongement de la mer de glace, évidemment, au 19e siècle, on a beaucoup cartographié, ça avait été fait avant, dans les années 1920, etc. Mais j'ai essayé de recartographier très précisément les anciennes crêtes morainiques. Alors les crêtes morainiques, c'est ce que le glacier a déposé sous forme de blocs, de sable, de gravier. Ça fait des petites crêtes allongées, et on en a toute une série qui se sont mises en place pendant le retrait de ce glacier des Bois. Et les plus externes, les plus éloignées de la mer de glace, sont celles qu'on va trouver en face de la gare d'Étines, le village d'Étines. En face de la gare, vous prenez une petite route, toute petite route forestière, et vous franchissez un petit rempart. La route recoupe un petit rempart morainique qui, a priori, serait la moraine du grand maximum de 1640. Et à cette époque-là, on a la destruction, en 20 ans, la destruction du village du Châtelard et de Bonanay. Le Châtelard étant situé au-dessus du village des Bois, sur la crête morainique qu'on appelle la côte du Piget, et le village de Bonanay, un petit peu en retrait, en montant, quand on monte par le chemin du Lavancher, depuis le village d'Étines, là on passe à l'emplacement des villages de Bonanay, du village de Bonanay. Et on parlait de retrait glaciaire, de la menace sur les glaciers, qui est plus une menace sur les glaciers, en particulier tempérés dans le massif du Mont Blanc, mais dans toutes les Alpes. Est-ce qu'on sait ce qu'on va avoir une fois que ces glaciers auront disparu? Quel type de terrain on va trouver? Est-ce que ce sera une terre vierge? Parce que voilà, on sait que ces glaciers sont là depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qu'on va trouver en dessous de ces glaciers? Alors les glaciers sont là depuis des milliers d'années, je suis d'accord avec vous, mais il y a eu des grandes fluctuations aussi. On est persuadé maintenant que la mer de glace, par exemple, si on prend le glacier le plus près d'ici, avait perdu peut-être 1 ou 2 kilomètres par rapport à sa position actuelle. Et ça, c'était à une époque d'optimum climatique, il y a 7000 ans, il y a 5000 ans, à l'époque d'Otzi en particulier, 5000 et quelques années. Les glaciers sont très très en retrait. Et puis à partir de 4000, c'est une période qu'on appelle le néoglacial. En anglais, néoglacial, ça a été étudié. Les glaciers redescendent plus en aval dans les vallées. Les nouvelles crues sont graduellement plus importantes, avec la dernière crue correspondant au petit âge glaciaire depuis le XIVe siècle, grosso modo. Donc on a cartographié ces extensions anciennes et on sait maintenant que le recul que l'on a aujourd'hui correspondrait en termes de volume de glacier à ce qu'on a déjà vécu peut-être au Moyen-Âge, à l'époque romaine et à l'âge du bronze. L'âge du bronze est très chaud aussi, l'époque romaine également. Peut-être la température similaire à celle d'aujourd'hui, mais pas à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, à l'époque romaine, la quantité de gaz à effet de serre, elle reste normale, à peine plus élevée. Mais aujourd'hui, on a tellement dépassé cette moyenne, qui était pour le CO2 de 300 ppm, grosso modo, eh bien, on est à plus de 400. Et les perspectives, avec tout ce qu'on produit annuellement, c'est entre 5 et 600 ppm d'ici la fin du siècle. Plus près de 600 que de 500 ppm. C'est énorme. Le climat, on est en train de le bouleverser totalement. Et on parlait de ce qu'on pourra trouver en dessous des glaciers, ce que ce sera des écosystèmes primaires justement qu'on trouvera. Est-ce qu'il y aura un enjeu à protéger aussi ces nouvelles zones laissées par le retrait glaciaire? Il y aura un enjeu à protéger le terrain reconquis par la végétation,
Par exemple, aujourd'hui, on a un développement d'arroles, les arroles qu'on trouve beaucoup dans le Valais en Suisse, parce que le Valais est relativement sec et chaud, plus qu'ici. Les arroles se redéveloppent alors que depuis 40, 50 ans, voire plus, depuis le petit âge glaciaire, on n'avait pas d'arroles en bordure des glaciers. Et on les retrouve maintenant. Ils commencent à grandir, à pousser. On a des arroles qui ont 20, 30, 40 ans. Et ils étaient vraiment minoritaires, les arroles, il y a une centaine d'années. On aura une évolution de la végétation, ça n'y a aucun doute là-dessus. On va avoir un terrain pendant une certaine période, si le retrait est très rapide, comme ça a l'air d'être le cas, où on va avoir un désert de pierre, en fait, en quelque sorte, qui va progressivement être colonisé par la végétation. On parlait d'un réchauffement global des températures, voilà, de gaz à effet de serre de plus en plus présent et un réchauffement climatique difficilement endiguable. Est-ce que pour vous, c'est important que les gens viennent à Chamonix voir les glaciers agonisants, entre guillemets, pour se rendre compte du réchauffement climatique, ou ça peut se faire d'autres manières? Parce que voilà, à Chamonix, on a toujours des projets, notamment la nouvelle gare de télécabine du Montanvert qui poursuit un peu la mer de glace pour permettre aux gens de voir ce glacier. Est-ce que c'est important pour vous, cette sensibilisation, ou ça peut se faire d'une autre manière, justement? C'est quand même important de sensibiliser le public au retrait glaciaire, mais ce qui serait intéressant, c'est à l'arrivée des remontées mécaniques, par exemple, pour le glacier de l'Argentière, on est loin du glacier lorsqu'on arrive avec le télécabine de Plangeran, puisque la gare est en reconstruction. A priori, elle sera remise en service en 2027, mais là, ce serait bon qu'à chaque arrivée, comme au Nid d'Aigle, par exemple, pour le tramway du Mont Blanc, qu'on ait un panneau explicatif avec une photo du glacier en 1900 par exemple, et puis une photo, et le glacier actuel sous les yeux. Et là, avec quelques petites explications sur l'effet du réchauffement climatique. Et les effets des réchauffements climatiques et surtout, comme on le disait, voilà, l'impact de l'homme sur ce retrait glaciaire, parce que comme vous l'avez précisé, on sait que ce retrait glaciaire actuel, il est dû à l'activité humaine. 90% lié à l'activité humaine. Et il y a certaines personnes qui imaginent des solutions pour essayer de préserver au maximum ces glaciers. Ça a été émis l'idée de faire une personnalité juridique des glaciers. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, c'est vrai que ça a été beaucoup évoqué. Je crois que c'est un peu en cours. J'ai eu des échos très proches, parce que ma fille travaille dans ce domaine. Et des gens comme Cavigne-Etienne sont à fond dans ce projet. On ne peut pas parler de personnalité, mais on pourrait parler d'un patrimoine à préserver absolument. Mais si les intérêts économiques passent avant tout, ce patrimoine, on n'en tiendra pas compte. Allez dire ça à Trump et son futur gouvernement. Voilà, c'est un exemple extrême que je cite. Et ça, c'est un exemple qui est extrêmement préoccupant pour l'avenir du monde. Oui, parce que nous, ici, à Chamonix, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu touristique qui fait vivre la vallée, et on a un peu ce côté-là de tourisme de la dernière chance. On a conscience qu'on est dans une période où on observe la mer de glace. Si on est venu voir la mer de glace il y a 2 ans, elle a déjà plus le même aspect, etc. Et du coup, il y a un peu cet aspect-là d'exploitation touristique de cette catastrophe climatique. Alors, on a une situation de surtourisme en ce moment dans la plupart des stations alpines, et c'est le cas de Chamonix. Chamonix a, je dirais, trop développé son tourisme de masse. Le tourisme de masse conduit des milliers de personnes à la mer de glace, au glacier d'Argentière également, mais c'est surtout la mer de glace qui attire les foules. Les randonneurs aussi. Alors les randonneurs ont moins d'impact, je dirais, que ceux qui vont monter avec des remontées mécaniques. Mais le surtourisme, c'est une catastrophe pour les stations alpines. Donc pour vous, il faut que Chamonix repense aussi sa manière de faire du tourisme Bien sûr, et surtout pas penser systématiquement au profit. Penser à présenter quelque chose de cohérent, arrêter d'envisager des usines à ski, le ski à tout prix, les retenues collinaires, comme on a cette polémique à la Clusaz. Plateau de Beauregard, il y a des grandes retenues collinaires, qui alimentent les canons à neige. Ça, il faut le repenser de plus en plus, c'est évident. Alors on nous rétorque que oui, mais ça fait vivre beaucoup de gens. Effectivement, le ski, c'est, je crois, un chiffre d'affaires d'à peu près 5 milliards par hiver dans les stations des Alpes françaises. Et ça va être compliqué de changer notre fusil d'épaule. Par contre, les stations peuvent offrir, s'il n'y a pas beaucoup de neige, peu de neige, d'autres activités, du VTT, de la randonnée, de la marche en raquette, s'il y a un petit peu de neige. Le ski, oui, il neige beaucoup, allez, on fait du ski.
Est-ce qu'on a aujourd'hui des solutions concrètes pour retarder le retrait glaciaire? Il me semble qu'en Suisse, ils avaient testé une solution avec des bâches isolantes sur certains glaciers. Est-ce que c'est envisageable ici dans la vallée de Chamonix? Alors ça ne retarde pas le retrait glaciaire de couvrir le glacier avec des bâches. On prend l'exemple de la grotte de glace de la mer de glace, la nouvelle grotte de glace, et c'était le cas pour l'ancienne. On a des bâches qui sont au-dessus de l'entrée de la grotte. C'est tout simplement parce que sous des bâches blanches, on a moins d'ablation de la surface du glacier, moins de fonte, et que ça construit sous les bâches blanches des murs de glace qui ne fondent pas. La surface du glacier fond, sous la bâche blanche, ça fond pas beaucoup. Ou ça fond un petit peu, mais très peu. Du coup, ça fait des reliefs de glace qui vont empêcher les pierres de glisser vers l'entrée de la grotte, pour sécuriser. Alors ça, c'est une chose. Par contre, en Suisse et en Autriche, ils ont fait cette expérience de couvrir quelques centaines de mètres carrés avec des bâches. C'était pas pour préserver le glacier. Au départ, ça a été, dans les années 2000, ça a été réalisé pour que le manteau neigeux, le névé, qui va de la remontée mécanique au glacier, puisse être préservé pour le début de la saison hivernale. Donc ça, sous les bâches, ils ont fait l'expérience au col des Grands Montets. Col des Grands Montets, sorti du téléphérique des Grands Montets, on descend au col à 3100 mètres à peu près, 3100, au pied de l'aiguille des Grands Montets. Sous les bâches, ils préservaient 2,50 m d'épaisseur de névé à la fin de l'été. Sans bâche, on avait la glace qui était à nu. Avec des cailloux, beaucoup de cailloux. Donc l'avantage, oui, si on peut dire, c'est peut-être permettre un début de saison assez précoce avec encore du névé qui n'aurait pas fondu pendant l'été. Par contre, on ne peut pas imaginer, rendez compte que si on prend l'exemple de la mer de glace, on a à peu près 25-26 km² de glacier, il faudrait couvrir de bâches les 2/3 du glacier pour préserver le manteau neigeux. Oui, donc la zone d'alimentation d'un glacier en équilibre, c'est 2/3 de sa surface. Bon, actuellement, on est plutôt dans une tendance inverse, c'est-à-dire qu'on a plutôt les 2/3 en zone d'ablation, de fonte, et 1/3 en zone d'alimentation. Donc c'est pour ça que les glaciers ne peuvent que reculer actuellement. Merci beaucoup Sylvain Coutran d'être venu sur le plateau de Globule Radio. Peut-être qu'on peut rappeler où on peut trouver votre nouveau livre, et je ne sais pas si vous avez d'autres conférences. Hier vous étiez à Argentière, est-ce que dans l'été vous avez prévu d'autres conférences dans la vallée de Chamonix ou ailleurs d'ailleurs? Je ne me rappelle pas ce qui est prévu dans la vallée de Chamonix, mais par contre je vais dans le Champsaur, une vallée bien reculée, la haute vallée du Drac, pour conférences et sorties sur le terrain avec des gens intéressés. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on vous libère complètement. En tant que scientifique, aujourd'hui, on sait qu'il y a ce changement climatique. Pour vous, c'est encore important de sensibiliser la population. Vous sentez qu'on manque encore de sensibilisation? Ah oui, c'est capital. Parce que c'est vrai qu'on a eu une augmentation des climato-sceptiques, une émergence d'un nouveau climato-scepticisme depuis la crise du Covid. À partir de la crise du Covid, la théorie du complot a émergé encore plus. Comme quoi on était manipulé, comme quoi cette histoire de réchauffement climatique c'était des bêtises, qu'on cherchait à nous manipuler. Et en fait, il faut essayer de tordre le cou à ces idées-là, quoi. On peut être pour ou contre les vaccins, mais on ne peut pas être pour ou contre le réchauffement climatique naturel ou anthropique. Actuellement, il faut surtout préciser que ça se réchauffe réellement et que ce n'est pas seulement naturel, c'est surtout anthropique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvain Coutran. Du coup, on rappelle que cette interview sera disponible sur le site de Globule Radio, et à nos auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à la partager autour de vous.